Good Morning Business, le grand entretien. Nous sommes le 2 août, c'est le jour du dépassement. Cette année, l'humanité a consommé l'intégralité des ressources naturelles que la Terre est capable de produire en l'espace d'un an. Avec quelles conséquences? On va en parler avec François Gémen, professeur et membre du GIEC, le groupe d'experts indépendants sur le climat. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord, un commentaire sur cette date, le 2 août. L'année dernière, c'était le 28 juillet. On a gagné 5 jours, mais réellement, en fait, on n'a pas gagné tant que ça. Effectivement, on n'a pas gagné tant que ça et c'est aussi des questions de méthodologie. Bon, ce qui est quand même important à dire, c'est que manifestement, on a au moins réussi à stabiliser cette date. Par contre, on n'a pas encore réussi vraiment à la reculer significativement. On sait que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faudrait la reculer d'au moins 15 jours chaque année. Là, très clairement, on n'y est pas encore. Mais bon, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est de se dire que quand même... et c'est la première fois depuis longtemps, on a cessé d'avancer la date et qu'on est en train de la stabiliser. Ce matin, tout le monde s'indigne. L'indignation, évidemment, ça ne coûte rien. C'est facile de protester. Lorsqu'il s'agit de faire des efforts, c'est plus compliqué. Comment est-ce qu'on passe de l'indignation au changement de comportement ? Le problème, c'est que beaucoup ont l'impression qu'ils ont déjà agi une fois qu'ils se sont indignés. Et je suis frappé de voir que certains se contentent de faire un tweet ou un post Instagram et considèrent que ça va générer à lui seul l'action. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que nous nous sentons concernés par le changement climatique, mais que nous avons peur que l'action climatique ne vienne contrecarrer nos propres intérêts pour des intérêts futurs ou des intérêts de populations lointaines. Si on veut vraiment que les gens passent à l'action, je crois qu'il faut leur montrer comment et pourquoi ils ont intérêt à le faire. Pourquoi c'est dans leur intérêt proche et immédiat de passer à l'action et donc leur montrer des projets concrets auxquels ils aient intérêt. Est-ce que les phrases un petit peu choc, c'est forcément la solution? Il y a quelques jours, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, disait l'heure du réchauffement est terminée, place à l'ère de l'ébullition. Est-ce que ça ne risque pas de répandre l'idée qu'il est déjà trop tard et que finalement ça ne sert pas à grand-chose de changer les comportements? Sincèrement, je suis exaspéré par ces politiques qui utilisent des grands mots et des formules grandiloquentes pour générer des clics sur Twitter ou pour générer de l'indignation dans les journaux, mais qui en réalité ne font rien. La question, c'est que fait Antonio Guterres? Il est secrétaire général des Nations Unies. Que fait-il en termes de convocation de sommet, en termes de diplomatie climatique, à part faire de grands discours et des grandes phrases grandiloquentes? Et très souvent, ces grandes phrases grandiloquentes, en réalité, servent uniquement à cacher, à masquer le manque d'action politique. Mais est-ce que les Occidentaux peuvent se permettre de donner des leçons? Si on regarde le jour du dépassement, il est beaucoup plus tôt dans l'année aux États-Unis, beaucoup plus tôt également en France, il est au mois de mai, et quasiment au début de l'année pour le Qatar. On n'a évidemment aucune légitimité à donner des leçons à qui que ce soit. Très clairement, ce sont les pays industrialisés dont nous faisons partie, je le rappelle, quel que soit notre mix électrique, qui portent la plus grande responsabilité dans le changement climatique. Et donc, bien entendu, nous n'avons absolument aucune légitimité à aller dire maintenant aux pays émergents ou aux pays en développement comment ils devraient se développer. L'enjeu, c'est de travailler avec eux pour qu'ils aient intérêt à un développement aussi peu carboné que possible, mais nous n'avons aucune légitimité à leur faire la moindre leçon. Et c'est pour ça que je suis aussi souvent énervé lorsque la France se croit plus vertueuse que d'autres et dit c'est d'abord à la Chine ou c'est d'abord à l'Inde d'agir. Nous ne partons pas du tout de la même ligne de départ et effectivement les différentes dates du jour de dépassement illustrent bien cela. Il y a aussi un sentiment très anglo-saxon que la technologie va finalement venir nous sauver, qu'on sera capable de recapturer le carbone, d'en faire autre chose. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux ce sentiment qui, là encore, peut inciter les consommateurs à ne pas faire suffisamment d'efforts? Le dernier rapport du GIEC est très clair et très optimiste en ce sens. Il dit que nous avons en ce moment toutes les connaissances, toutes les capacités financières, mais aussi toutes les technologies qui nous permettraient de respecter l'objectif de l'accord de Paris. Donc, bien entendu, nous allons avoir besoin de technologies de recherche et d'innovation. Sauf que cette technologie, nous l'avons déjà à notre portée. Et je crois que l'enjeu en termes de technologie, ce n'est pas seulement le développement de nouvelles technologies, mais c'est aussi la mise à disposition et l'accessibilité des technologies qui sont déjà existantes, et notamment des énergies renouvelables pour les pays les plus pauvres. Et donc, je pense que
l'idée d'attendre de nouvelles technologies sert surtout à masquer le fait qu'il y a des technologies aujourd'hui disponibles qui ne sont pas suffisamment utilisées, pas suffisamment mobilisées. Et puis, comme vous le disiez, ça sert aussi à éviter de se poser certaines questions fondamentales quant à certains modes de production et de consommation des biens. La planète vient de connaître son mois de juillet le plus chaud jamais enregistré depuis que les relevés existent, en tout cas. Est-ce que la transition écologique, dont on a parlé comme étant une réponse, c'est forcément la bonne solution? Je donne quelques exemples. Pour les voitures électriques, on va avoir besoin de lithium, bien sûr, pour les batteries, des batteries, de cobalt, de cuivre pour les moteurs électriques. On a besoin de métaux dans l'éolien, on en a besoin pour les panneaux photovoltaïques. On est en train de passer d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux métaux. Est-ce que ça vous paraît être la bonne solution? Je dirais que c'est de deux mots, il faut choisir le moindre. Dès l'instant où nous voulons produire de l'énergie, dès l'instant où nous voulons nous déplacer, il y a évidemment un coût environnemental et il y a évidemment une dépendance. Et donc, si on veut rechercher une solution absolument parfaite, nous n'allons rien faire du tout parce que la solution parfaite, elle n'existe pas. Simplement, je crois qu'il faut comparer avec l'existant. On s'alarme aujourd'hui, par exemple, des batteries sur les voitures électriques. Bien entendu, ces batteries, elles ont un coût environnemental en termes de métaux, vous venez de le rappeler. Mais enfin, il ne faut pas non plus imaginer que les voitures thermiques roulaient sans batterie. Et donc, il faut comparer, je crois, ce qui est comparable et accepter le fait qu'il n'y a aucune solution qui soit parfaite. Est-ce que la décroissance, c'est forcément la solution? Elle est assez peu entendable dans le milieu des affaires. Elle est assez difficile à mettre en pratique quand il s'agit de changer les comportements. Pourtant, c'est ce qu'avance quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici, qu'on entend beaucoup sur la question climatique. Il y a une vraie question autour de la croissance, mais je crois que le débat est profondément mal posé. Il est posé en termes binaires qui forceraient à choisir entre croissance ou décroissance. Alors que je pense que la vraie question, c'est celle du type de croissance que nous voulons. Jusqu'ici, nous avons surtout recherché une croissance quantitative, du plus, qui se mesurait avec des indicateurs quantitatifs. Il me semble que nous devons désormais aller vers une croissance qualitative, c'est-à-dire remplacer le plus par du mieux. Et pour cela, on a besoin d'autres indicateurs plus qualitatifs. À mon avis, la question des indicateurs, elle est centrale et c'est ça qui permet de dépasser aujourd'hui le débat très polarisé, un peu binaire et un peu simpliste, à mon avis, entre croissance et décroissance. Est-ce que la volonté politique vous semble aujourd'hui suffisante? Hier, on vous a vu très en colère sur les réseaux sociaux, sur X, qui est le nouveau nom de Twitter. Vous dites, en parlant de Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, il y a les gouvernements qui agissent mais qui n'en font pas assez. Il y a les gouvernements qui font semblant d'agir mais qui ne font rien du tout. Et puis, il y a le gouvernement du Royaume-Uni. Le gouvernement du Royaume-Uni qui donc très clairement contribue directement et sans vente au changement climatique et qui fait accélérer le changement climatique en accordant de nouveaux permis d'exploitation gaziers et pétroliers, alors qu'on sait bien que les pays industrialisés ne peuvent plus développer ce type d'extraction fossile sous peine de nous faire rater les objectifs de l'accord de Paris. Sur la question de la volonté politique, très clairement, c'est pas juste une question de volonté politique, c'est aussi une question de mandat que reçoivent les gouvernements. Le gouvernement britannique, il a été élu par les Britanniques, il a été élu notamment sur ce type de programme, et donc je pense que lorsqu'on vit dans une démocratie libérale comme la nôtre, il faut arrêter de rejeter sans cesse la faute sur les gouvernements et se souvenir que ces gouvernements, ils ont été élus et donc c'est notre responsabilité en tant que citoyens. Est-ce que le gouvernement doit intervenir dans des secteurs qui sont extrêmement polluants? Je pense notamment à la fast fashion. C'est difficile quand on est jeune de résister à l'appel de la fast fashion. Est-ce qu'il faut par exemple taxer de manière très lourde ces vêtements qui ont une empreinte carbone importante, qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète et qui n'ont pas une durée de vie très importante puisqu'ils ne sont pas de très grande qualité? Bien sûr, on sait que la fast fashion, très clairement, c'est une catastrophe pour la planète, c'est aussi une catastrophe pour les droits humains. Je veux rappeler aux jeunes qui achètent des vêtements en Chine que ces vêtements sont fabriqués par des Ouïghours dans des camps de concentration. Est-ce que le gouvernement doit intervenir à taxer un secteur en particulier? Je pense en réalité qu'il faut aujourd'hui une taxe carbone à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il faut intégrer dans le prix des biens et des services leur coût environnemental et c'est ça qui permettrait, je pense, d'avoir un prix qui reflète véritablement le coût de la marchandise et à ce moment-là, effectivement, la fast fashion serait beaucoup moins compétitive par rapport à d'autres
d'autres marques de prêt-à-porter. Quel est le rôle des entreprises? Elles nous disent globalement aujourd'hui que l'ère du greenwashing est terminée, que maintenant il y a la pression des actionnaires et des financiers qui demandent des comptes sur les indicateurs extra-financiers et qui a imposé des comportements vertueux du côté des entreprises. D'abord, est-ce que c'est vrai et est-ce que le greenwashing a complètement disparu? Je pense que beaucoup d'entreprises réalisent que si elles ne deviennent pas durables aujourd'hui, elles ne seront plus non plus rentables demain. Et donc, bien entendu, il y a beaucoup de pression que subissent certaines d'entre elles, pas toutes, de la part de leurs actionnaires, mais aussi de la part de leurs clients. Et il faut le reconnaître malheureusement que le greenwashing est une réponse à ces attentes de la part des clients pour les entreprises qui ne veulent pas se transformer ou qui ne souhaitent pas se transformer assez vite. Donc je ne pense pas du tout que le greenwashing soit derrière nous. Par contre, les entreprises qui s'y risquent vont prendre un risque réputationnel de plus en plus grand. Il ne faudrait pas, à l'inverse, que cette peur restreigne les entreprises qui agissent dans le bon sens à communiquer sur ce qu'elles font dans le bon sens. Et donc je crois que c'est aussi important de reconnaître les efforts qui sont faits par certaines entreprises et de reconnaître que là encore, tout le monde ne part pas de la même ligne de départ et que chacun comprend bien qu'une entreprise comme Total Energy, par exemple, a une empreinte carbone plus lourde qu'une entreprise comme Gallimard. Merci beaucoup François Gemène, professeur, membre du GIEC, le groupe d'experts indépendants pour le climat. Désolé pour la qualité audio de cette interview.